Bonjour et bienvenue au dévoilement de la deuxième édition des Perspectives énergétiques canadiennes. Je me présente, je suis Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier à Polytechnique Montréal et aussi co-auteur de ces perspectives. Je voudrais tout de suite remercier ceux et celles qui ont participé à la production de ce projet d'envergure, en particulier ceux qui ont contribué à son financement, dont la Fondation familiale Trottier, le Pôle 3, l'Institut de l'énergie Trottier et également Ressources naturelles Canada, qui a aussi travaillé étroitement avec nous en collaboration avec ses partenaires afin de valider nos hypothèses et les choix technologiques. Mais je veux quand même souligner que Ressources naturelles Canada n'a pas eu droit de regard sur le résultat final, les analyses ou les conclusions, et ceux-ci sont donc l'entière responsabilité des auteurs. Les perspectives qu'on vous présente aujourd'hui s'appuient sur des modélisations technico-économiques de la firme Esmia Consultants, qui utilise le modèle NATEM, un modèle systémique canadien là, qui projette le système énergétique dans son ensemble avec des milliers et des milliers de technologies. C'est le modèle le plus riche en technologie aujourd'hui au Canada. Ce modèle-là nous présente l'évolution d'un système économique et énergétique sur plusieurs décennies. Ce n'est pas une représentation de la réalité ou ce n'est pas une prédiction. Ce qu'il présente, c'est un scénario optimal. Comment le système énergétique canadien se transformerait de manière optimale sous la contrainte des coûts ou du nombre d'émissions de GES permises. Un tel modèle nous permet de comprendre les enjeux technologiques, d'identifier les voies à prendre, mais aussi les embûches que le Canada devra traverser pour atteindre ses cibles climatiques. La richesse, je dirais, du modèle ouvre la voie à plusieurs interprétations des résultats. L'interprétation doit donc s'appuyer aussi sur une longue expérience qu'on a acquise à l'Institut de la transformation des systèmes énergétiques. Et je suis assez confiant, malgré qu'on puisse proposer d'autres interprétations, que l'essentiel qu'on a aujourd'hui tient la route. La présentation qui suit sera faite par l'auteur principal du rapport, Simon Langlois-Bertrand. Il y aura une demi-heure pour présenter ça, donc ça sera vraiment un tout petit aperçu de notre rapport. Et je vous invite donc, après ce webinaire, à consulter le rapport avec soin et à ne pas hésiter de nous contacter pour toute question ou commentaire. Donc, avant de lui donner la parole, je voudrais vous rappeler qu'à 15 heures, nous offrons ce webinaire en anglais. Donc, si vous préférez l'anglais, vous pouvez vous inscrire tout de suite via le site de l'Institut de l'énergie Trottier. On aura une présentation de 30 minutes et nous pourrons ensuite répondre aux questions et aux commentaires. Alors, n'hésitez pas à participer. Donc, je laisse la parole à Simon Langlois. Bertrand. Merci beaucoup, Normand. Donc, c'est un plaisir de présenter tout ça. Vous allez devoir pardonner ma voix un peu plus basse que d'habitude, certainement, mais j'espère audible. On verra si ça tient la route jusqu'à la fin, sinon Normand m'aidera un petit peu. Mais, bref, c'est un plaisir de présenter les résultats de ces perspectives. C'est le fruit du travail de toute une équipe pendant presque un an là, maintenant. Donc, c'est un rapport assez riche, évidemment, dans la présentation. Je vais essayer de faire ça bref, mais de couvrir quand même les éléments principaux, donc le modèle et puis les scénarios qu'on a considérés, les résultats principaux, en tout cas ceux qui ressortent le plus, même si certains vont être présentés de façon très rapide. Vous aurez l'occasion de voir le détail dans le rapport, puis quelques-uns des messages clés là, dans les conclusions vers la fin. Donc, c'est un effort qui s'inscrit dans toute une panoplie de publications depuis quelques mois, quelques années maintenant, qui ont d'abord mis l'accent sur les réductions profondes à travers les systèmes énergétiques, comme de l'édition 2018 de ces mêmes perspectives, mais qui se concentrent de plus en plus sur la question de la carboneutralité, ses implications, les meilleures façons de l'atteindre, etc. J'en mentionne quelques-uns ici, mais il y en a beaucoup d'autres aussi là, à l'échelle du Canada et ailleurs dans le monde. Donc, notre rapport 2021 s'inscrit dans ces efforts-là pour essayer d'aller fournir de la matière à discussion là, pour trouver le moyen d'évaluer les différentes options puis lesquelles choisir, bien évidemment. Donc, on utilise, comme Normand mentionnait, NATEM, donc un modèle Times qui est appliqué à l'Amérique du Nord. C'est un modèle qui est très riche par sa représentation du système énergétique en particulier. Dans la modélisation, cette fois-ci, contrairement à l'édition précédente, on couvre aussi les émissions non énergétiques, donc des déchets de l'agriculture,
les émissions fugitives aussi, et puis les émissions des procédés industriels. Donc, c'est une couverture assez complète. C'est un modèle qui est extrêmement explicite quant aux technologies. Il y a des centaines et des centaines de technologies incluses dans la base de données du modèle, beaucoup de technologies émergentes avec l'information sur la rotation des investissements, les différents effets de réglementation sur les technologies et de façon très importante aussi, les coûts liés à ces technologies-là, ces options-là et leur évolution prévue dans le temps. Donc, pour l'investissement, la mise en place de l'utilisation de la technologie pour son opération, puis les carburants qui sont nécessaires pour le faire fonctionner. Ça permet au modèle de générer une analyse du moindre coût selon certaines hypothèses, selon certaines contraintes qu'on choisit dans les scénarios que je vais présenter dans une petite minute. Aussi pour mentionner qu'on présente des résultats qui sont désagrégés au niveau provincial dans un des chapitres du modèle, du rapport, pardon. Donc, c'est possible avec le modèle, même si dans notre cas, on a imposé des cibles de réduction de gaz à effet de serre au niveau national. Donc, il faut bien comprendre que l'optimisation se fait pour atteindre ces cibles-là en faisant participer différentes provinces de différentes façons. Et évidemment, il faut en tenir compte là, dans la lecture des résultats. Donc, quelques mots sur les scénarios. Bon, ça a été mentionné tantôt, les scénarios, ce n'est pas une prédiction du futur, c'est une image possible de ce que le futur nous réserve peut-être, basé sur un ensemble d'hypothèses, un jeu d'hypothèses qui est bien informé, évidemment, basé sur la littérature et dans certains cas, sur des contraintes qu'on impose nous-mêmes pour un objectif sociétal ou politique ou économique. Dans notre cas, ce sont des objectifs de réduction de gaz à effet de serre jusqu'à l'atteinte de la carboneutralité. Donc, on a 5 scénarios en tout. Vous les voyez présentés ici. Donc, 2 scénarios de référence, des scénarios descriptifs qui prennent les hypothèses sur la demande en services énergétiques, sur les prix de l'énergie prévus. C'est aligné avec le scénario de référence de la Régie de l'énergie du Canada dans son rapport à l'avenir énergétique du Canada en 2020. Et puis, ça inclut les politiques de réduction de GES qui sont déjà en place. Donc, légiférer, réglementer, pas les promesses et les peut-être qui s'en viennent, mais simplement ce qui est déjà en place. Donc, évidemment, bien, ça évolue à chaque fois qu'on fait l'exercice. On a considéré, étant donné l'importance d'une annonce en particulier dans la dernière année, qui est celle de l'augmentation de la tarification sur le carbone jusqu'en 2030 par le gouvernement fédéral qui vient d'être élu, on a considéré un deuxième scénario de référence où on faisait une petite brèche à cette caractéristique-là de considérer seulement les politiques en place, mais aussi on a ajouté dans ce cas-ci, dans le scénario TC30, la tarification du carbone qui est ensuite indexée au même coût, mais pour les années qui suivent. C'est aussi un scénario de référence qu'on a rendu un petit peu plus optimiste sur l'adoption des nouvelles technologies. Donc, ça abaisse le taux de rendement minimal des technologies pour forcer leur adoption un peu plus rapide là, comparativement aux standards là, dans ce genre de modélisation. Puis ensuite, bien évidemment, on a les 3 scénarios de carboneutralité. Donc, le chiffre que vous voyez à côté du CN pour carboneutralité, c'est l'année où on force l'atteinte de cette carboneutralité-là. Donc, 2060, 2050 et 2045. Ils ont chacun une cible intermédiaire pour 2030. Dans le cas de CN50, c'est les cibles actuelles du gouvernement, donc une réduction de 40 en 2030 et puis carboneutralité pour 2050. Ça nous donne ce que vous voyez sur la figure 1, les trajectoires des émissions selon le scénario. Donc, les 3 lignes en bas sont les scénarios de carboneutralité qui se rendent jusqu'à 0 là, selon les cibles qui sont imposées. Et puis les 2 en haut, ceux qui sont descriptifs, donc qui évoluent selon les hypothèses de la demande des prix, etc. Donc, le scénario de référence, on peut voir, mène à une augmentation assez sérieuse des émissions d'ici 2050-2060 même. Dans le cas de TC30, c'est un inversement de la tendance. Par contre, on peut aussi remarquer que c'est quand même loin là, de la cible de 2031 qu'on voit sur la ligne rouge, en fait, là, qui est CN50. Donc, la différence entre la ligne mauve et la ligne rouge, c'est la différence entre le scénario avec tarification du carbone et celui des cibles imposées. Donc, je passe aux résultats principaux. Dans l'ensemble, c'est sûr que les scénarios de carboneutralité requiert de s'écarter très rapidement de la trajectoire en cours. Donc, c'est possible de se rendre à la carboneutralité en 2050 ou 2045 ou 2060, mais ça demande un changement très, très rapide. Changement qui n'est pas, le résultat normal de la simple tarification du carbone. Ça prend plus. Il faut aussi remarquer sur le graphique en question qu'à la carboneutralité, on a une quantité importante d'émissions qui restent et donc ces émissions-là doivent être compensées. Il y a une certaine quantité d'émissions qui doivent être captées aussi
Et donc, vous pouvez voir à la droite du graphique, là, je l'ai encerclé pour 2060, mais on voit quelque chose de similaire pour 2050. Donc, on a environ 150 mégatonnes d'émissions qui sont captées pour arriver à la carboneutralité à chaque année à partir du point de carboneutralité ou à peu près. Je vais y revenir tantôt, c'est une question très importante, bien sûr. 150 mégatonnes, un petit peu plus que ça, en fait, ça représente à peu près 21% des émissions du point de départ du modèle là, qui est 2016, donc pour donner un ordre de grandeur. Mais encore une fois, j'y reviens tout à l'heure. Bon, évidemment, une autre observation qu'on peut faire sur l'évolution des émissions dans tous les secteurs, c'est qu'à travers les scénarios de carboneutralité, le bouquet énergétique ou le bouquet de la consommation plutôt des secteurs convergent. Donc, les bouquets énergétiques à la fin se ressemblent beaucoup, peu importe le rythme auquel on impose la carboneutralité, donc l'atteindre en 2045, 2050 ou 2060. Donc, évidemment, ça va transparaître dans d'autres des résultats que je vais présenter. Premièrement, sur la transformation des profils de consommation. Donc, ce que vous avez sur le graphique ici, c'est la consommation d'énergie finale par source, donc par source d'énergie. Donc, on voit premièrement une demande en énergie qui décline rapidement dans les scénarios de carboneutralité. Donc, en 2030, c'est déjà beaucoup plus bas que les deux scénarios de référence. Il faut comprendre aussi que cette diminution-là de la demande n'est pas associée avec une réduction correspondante des services énergétiques qui sont fournis. À la place, c'est qu'il y a une plus large partie de la demande qui est fournie par des technologies plus efficaces, entre autres l'électrification ou l'électricité, je devrais dire, là, des technologies à base d'électricité. Bon, on peut aussi voir sur le graphique que, alors qu'on atteint la carboneutralité, donc un peu plus vers la droite, vous voyez les différentes années 2030, 2040, 2050, 2060, les augmentations de la demande d'énergie sont possibles. Donc, on le voit dans les scénarios CN50 et 45 entre 2050 et 2060. Mais on peut voir aussi que ce sont des augmentations qui sont relativement limitées. Mais c'est un point qu'il faut garder en tête. Donc, la vie ne s'arrête pas au point net zéro, bien sûr. Là, ça continue par la suite. Donc, il faut faire la réflexion aussi là, sur cet aspect-là là, qui est peut-être un peu négligé. Bon, dans le contexte d'une réduction comme le scénario CN50, donc encore une fois, les cibles du fédéral, les résultats nous montrent que bon, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que le gaz naturel n'est pas utilisé dans les résultats comme énergie de transition. En fait, il est réduit très rapidement, là, même dès 2030 et encore plus en 2040. Donc, on va le revoir dans les différents secteurs aussi. Je commence peut-être les secteurs par le transport. Donc, dans les émissions restantes que je montrais sur le premier graphique, le transport, c'est 40% des émissions restantes. C'est beaucoup plus petit en termes d'émissions en valeur absolue qu'aujourd'hui pour le secteur, mais ça reste quand même une part importante de ce qui va rester. Certainement, c'est le secteur avec les émissions restantes les plus importantes pour les émissions qui sont liées à l'énergie. Donc, l'électrification du transport demande une réduction ou mène à une réduction de la demande en énergie, comme on le voit dans les scénarios CN sur les graphiques à travers le temps, ce qui nous démontre ou ce qui illustre l'inefficacité assez remarquable là, de certains des modes de propulsion qui sont dominants aujourd'hui. Donc, on le voit à travers le temps. On voit aussi que la transformation est quand même assez lente, par contre, donc certainement plus lente que certains pourraient s'attendre. Avant 2040, donc tout dépendant de l'horaire imposé pour la carboneutralité. Les changements sont très lents, même pour l'électrification. Par contre, il faut comprendre aussi que ça varie énormément selon le sous-secteur. Donc, même si c'est une conclusion principale ou une observation principale sur le secteur du transport, que l'électrification est beaucoup plus lente, il y a aussi des secteurs qui sont beaucoup plus variés dans leurs résultats pour les technologies. Et donc, ce sont des technologies, entre autres, qui demandent souvent des infrastructures très importantes. Et donc, si on pense aux infrastructures de recharge, aux lignes caténaires, au système de distribution d'hydrogène, le poids relatif de ces technologies-là va varier selon le coût, bien sûr, à travers le temps, mais aussi selon des choix politiques pour la construction des infrastructures nécessaires à leur utilisation. Mais je veux illustrer la variation à l'intérieur des secteurs encore plus parce que, bon, souvent, c'est un aspect qui est négligé. On considère chacun des secteurs dans son ensemble. Le transport, c'est peut-être un des meilleurs exemples où la variation est assez dramatique. Donc, ici, ce que vous avez à gauche, c'est le mode de propulsion pour les véhicules qui sont des camions légers pour passagers. Donc, le type de véhicule principal pour le transport de passagers à travers le temps.
Donc, il y a deux observations peut-être qui ressortent sur le graphique que vous avez à gauche. Donc, premièrement, tous les scénarios net zéro, tous les CN se déplacent tranquillement, là, ou évoluent tranquillement vers un bouquet énergétique très, très, très électrique à la carboneutralité, puis encore plus en 2060. La deuxième observation, par contre, c'est que cette transformation-là est très lente. Donc, même dans NZ50, il y a moins de la moitié là, des camions légers pour passagers qui sont électriques en 2040. Donc, ça prend du temps. C'est une question de coût, bien sûr, de la transformation, mais aussi des difficultés d'avoir un rythme plus rapide, étant donné la durée de vie quand même assez longue du parc de véhicules. Donc, un changement implanté, même drastique, à l'année 1 va nécessiter plusieurs et plusieurs années là, avant d'avoir un effet pleinement là, sur le secteur. On peut faire le contraste de ça avec le transport routier lourd, donc de marchandises que vous voyez à droite. C'est le même principe le graphique, donc la part de la demande qui est fournie par type de véhicule. Bon, plusieurs observations ici, mais on va en retenir trois. Une, entre autres, sur les technologies électriques qui sont quand même assez importantes là, en 2050 et 2060, mais ils prennent beaucoup de temps avant d'apparaître. Donc, en 2040, il n'y en a à peu près pas à travers tout le sous-secteur. Quand même quelque chose à noter. Autre chose, on voit aussi ici, contrairement à d'autres sous-secteurs, des variations à travers même les scénarios de carboneutralité. Donc, les contraintes en transport, surtout pour le transport lourd, sont extrêmement importantes et vont dépendre de petites choses. Donc, il y a une inertie quand même assez forte là, dans ce sous-secteur-là en particulier, mais dans le secteur du transport de façon générale aussi, surtout le transport de marchandises. Troisième observation, c'est que le bouquet énergétique ou le bouquet technologique, je devrais dire, là, à la fin, ici, est beaucoup plus éclectique là, que pour le transport de passagers par camion léger. Donc, ça inclut des technologies électriques, des véhicules à l'hydrogène, des hybrides de toutes sortes, des lignes caténaires, etc. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter ce résultat-là dans un contexte de modélisation qui tente d'optimiser le coût de la trajectoire. Premièrement, bon, il y a un coût très élevé pour beaucoup des technologies dans le secteur, donc c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de temps avant d'arriver. Il y a d'autres réductions, autrement dit, qu'on peut faire à plus moindre coût avant ça. Mais bon, sur le long terme, il y en a plusieurs qui sont en compétition. Il reste qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les coûts de ces technologies-là. Puis évidemment, le choix de construire certaines infrastructures en particulier pourrait changer ces résultats-là de façon assez importante si, par exemple, il y a une technologie en particulier qui était favorisée là, dans la construction d'infrastructures. Donc, on n'aurait peut-être pas autant de variations. C'est un peu une limite de la modélisation, mais en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut faire très attention là, en interprétant les résultats à long terme dans un contexte comme ça, avec beaucoup d'infrastructures nécessaires pour l'adoption des différentes technologies. Je passe à la production d'énergie. Donc ici, production d'énergie primaire, mais je vais parler surtout de pétrole et gaz. Donc évidemment, dans le contexte canadien, c'est un secteur très important. Tous les scénarios de carboneutralité, sans grande surprise, voient cette production-là diminuer par beaucoup. En fait, peut-être plus rapidement que beaucoup pouvaient s'attendre, donc plus que 50% d'ici 2030. Donc, ça suggère que c'est le moindre coût pour les réductions à court terme pour atteindre la cible de 2030. Évidemment, là-dedans, on n'a pas des prix qui nous mènent à une utilisation du captage de carbone dans l'industrie. Bon, si on est des plus élevés, peut-être que ça pourrait changer, mais peut-être à noter dans nos résultats qu'il n'y a pas ça. Mais on a quand même, étant donné l'importance du secteur, considéré des scénarios alternatifs pour faire des analyses de sensibilité. Par exemple, pour contraindre un niveau plus élevé de production de pétrole et gaz à travers le temps, y compris pour 2030, pour voir qu'est-ce que ça donnait comme effet sur le reste des efforts de réduction. Bien, le résultat principal est quand même assez simple. Si on ne fait pas les réductions dans la production de pétrole et gaz, il faut les faire ailleurs. Ça veut dire plus de réduction, plus d'électrification rapide dans le bâtiment, en transport, en industrie, où c'est déjà difficile. Donc, ça implique un coût direct plus grand. Évidemment, ça change aussi le profil d'exportation du pays. Bref, à garder en tête, là, si on enlève la réduction du secteur pétrole et gaz, il faut la retrouver ailleurs. À court terme, c'est difficile. Ensuite, je passe à la production d'électricité. Bon, la demande en électricité croît énormément, là, va plus que doubler dans le scénario de carboneutralité. Il y a une très grande partie de cette augmentation-là qui vient des
sources de production variables, donc éolien, solaire en tête de file, là. Mais évidemment, bon, une dépendance plus forte sur des sources du genre, même dans le contexte canadien où il y a beaucoup d'installations hydroélectriques qui permettent de réduire le défi d'accommoder une grande quantité de production variable, ça demeure un défi très important. Puis évidemment, il y a différentes possibilités sur comment ça pourrait se passer exactement. Donc, peut-être ce qui pourrait mener à des résultats un peu différents là, à plus long terme, malgré l'importance pour la réduction des coûts de ces changements-là. Donc, entre autres, on n'a pas d'évaluation précise sur des grands projets de barrages hydroélectriques pour le futur. Donc, c'est très difficile pour nous de l'inclure dans les résultats. Et donc, il n'y a pas de nouveaux projets, même s'il faut quand même garder en tête qu'au Canada, il y a un potentiel théorique assez important là, pour augmenter l'utilisation de cette ressource-là. Donc, ça pourrait changer évidemment les résultats. Il y a d'autres technologies qu'on voit apparaître, comme les petits réacteurs modulaires pour le nucléaire, l'hydrogène aussi. Donc, encore là, les incertitudes sont très grandes, ce qui veut dire que non seulement ça apparaît seulement sur le long terme, mais ça va dépendre de deux choses. Premièrement, les choix, peut-être certains plus politiques là, sur la voie à privilégier, mais aussi l'évolution réelle des coûts, c'est-à-dire que dans certaines technologies qui n'existent pas encore, on se fie sur la littérature sur les coûts, mais bien sûr, s'il s'avère que ces données-là ne sont pas semblables à ce qui finit par arriver, bien évidemment, ça va changer les résultats aussi. Donc, il faut considérer, autrement dit, le bouquin énergétique exact avec certaines limites, mais évidemment, c'est la nature de l'exercice à plus long terme. On voit quand même une convergence très rapide et très claire là, à travers les scénarios de carboneutralité et aussi, évidemment, leurs différences par rapport aux scénarios de référence où la demande en électricité augmente, mais dans une beaucoup moindre mesure. Je passe au secteur de l'industrie. Bon, en industrie, il y a deux choses peut-être principales à dire. Premièrement, ça prendrait beaucoup plus de discussion pour parler des sous-secteurs. C'est un secteur qui est très éclectique dans ses besoins, aussi dans son bouquet énergétique. Donc, on voit que c'est déjà très diversifié dès le départ. C'est une évolution qui est relativement lente par la suite. Même dans les scénarios de carboneutralité. Donc, ça varie selon les besoins des sous-secteurs en chaleur, en puissance, etc. Et donc, ça crée des défis importants, mais qui sont souvent propres à chacun des sous-secteurs. Donc, on ne peut pas aller trop loin dans l'agrégation. Ici, c'est industrie en dehors du secteur de la production d'énergie, mais même à ça, il y a des variations extrêmement importantes à travers les sous-secteurs. Donc, on a passé un chapitre additionnel dans le rapport à décrire là, ces variations-là, en plus de la présentation des résultats. Là. Donc, je vous invite à aller le consulter pour un peu plus d'informations. Certainement, un point à faire, c'est qu'il y a des synergies à faire avec d'autres secteurs pour certaines applications, entre autres la récupération de la chaleur fatale dans certains secteurs qui peut être intégrée à d'autres systèmes. Donc, certainement une voie à explorer pleinement qui est très difficile à modéliser, bien sûr. Ensuite, le secteur du bâtiment. Donc, la décarbonation dans le secteur des bâtiments, ça passe par l'électrification. Les résultats sont extrêmement clairs là-dessus. Donc, l'électrification représente des avantages extrêmement importants en termes de la quantité totale de demande qui va en résulter. Donc, on le voit même apparaître, autrement dit, dans les scénarios de référence sur le long terme, bien que dans une moindre mesure là, que les scénarios de carboneutralité. Bon, c'est un secteur où l'opportunité est là, mais il y a beaucoup de barrières qui restent. Le coût est relativement élevé encore pour certaines de ces technologies-là, particulièrement dans le système commercial, dans le secteur commercial, pardon. Par contre, une des barrières aussi, un peu plus simplement, c'est la quantité de bâtiments à transformer. Donc, évidemment, on parle de centaines de milliers de bâtiments pour chacun des sous-secteurs. C'est très difficile de le faire rapidement. Mais il n'en demeure pas moins qu'on voit des grandes tendances. Donc, le gaz naturel qui perd beaucoup au profit de l'électrification à travers tous les scénarios et quand même très rapidement là, dans les scénarios net zéro. D'ici à 2040, on voit déjà une bonne différence. Et puis, évidemment, le fait que, étant donné que tout semble se diriger dans les résultats vers l'électrification, c'est peut-être un secteur où on peut appuyer un peu plus fort là-dessus par des politiques et des programmes sans courir trop de risques, là, étant donné qu'on a quand même assez de certitude sur le point d'arrivée, peu importe le moment exact
auquel il va arriver. Donc, avant de parler des conclusions, je vais passer quelques minutes sur 3 aspects importants qui ne sont pas nécessairement sectoriels, là, mais qui recoupent un peu toutes les questions qu'on a vues. Premièrement, la question du captage des émissions restantes. Donc, comme je montrais sur le tout premier graphique là, avec les barres des scénarios, il y a une assez bonne quantité d'émissions restantes qui doit être captée pour atteindre la carboneutralité, donc un petit peu plus que 150 mégatonnes. La majorité de ces émissions-là doivent aussi être compensées par des émissions, des technologies à émissions négatives. La raison pour ça, c'est qu'il y a quand même une bonne partie des émissions restantes qui sont non énergétiques et qui ne peuvent pas techniquement être captées ou qui sont énergétiques, mais qui sont économiquement trop coûteuses pour l'être. Donc, par exemple, en agriculture, c'est impossible de capter toutes les émissions non énergétiques avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Même chose pour certains procédés industriels. Donc, il faut compenser ailleurs par un retrait direct de l'atmosphère ou la production d'hydrogène, de chaleur, d'électricité avec biomasse qui a comme résultat des émissions négatives. Bon, il y a beaucoup de bémols, autrement dit, à apporter aux résultats quand on met la loupe sur la question des émissions restantes puis le captage. Peut-être quelques trucs à souligner dans ces bémols-là. Premièrement, une chose qui devrait être assez claire sur le graphique ici, qui montre les différents endroits là, où on va capter des émissions quand on atteint la carboneutralité et même avant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réutilisation. Donc, le CUC, là, comme on l'appelle, n'a pas beaucoup d'importance dans les résultats. La raison est assez simple, c'est que normalement, le CO2 capté qui est réutilisé plus loin finit par se rendre dans l'atmosphère à un point ou à un autre. Donc, on peut éviter des émissions à l'étape 1, mais à l'étape 2, on les retrouve dans l'atmosphère. Encore une fois, la réflexion sur la carboneutralité va changer l'approche et évidemment le rôle de ces technologies-là. Mais je reviens au bémol peut-être plus important là, sur cette quantité-là. Comme je disais, c'est à peu près 21% des émissions en 2016 ou 2019. Là, le pourcentage est à peu près semblable. Donc, il faut comprendre que c'est une quantité très, très significative là, qui reste à la fin et qui doivent être produites de façon négative là, pour compenser ou capter d'une manière ou d'une autre. Donc, la modélisation par optimisation, comme on fait, il ne faut pas que ça cache le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le potentiel réel des technologies de captage d'un point de vue technique, économique, en termes de besoins énergétiques pour alimenter les technologies de captage. Donc, l'expérience jusqu'ici est quand même assez limitée, incluant à grande échelle. Donc, l'expérience avec les émissions négatives comme le BECS, là, donc la bioénergie qui est utilisée pour être brûlée, puis ensuite on recapte les émissions, c'est assez limité. Encore plus pour le captage direct de l'atmosphère avec des technologies qui existent à peu près pas là, à une échelle significative. Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes ici. L'expérience qu'on a jusqu'ici, même dans les technologies de captage les plus avancées, comme dans le secteur de l'énergie, par exemple, ou la production d'électricité, c'est qu'en fait, le potentiel théorique n'est pas du tout réalisé. Donc, on parle de plus que 90% de la capture, mais dans certaines applications, on voit quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 65 ou 70% au net. Et donc, ça veut dire qu'il en reste pas mal. Donc, nous, dans le modèle, on utilise les spécifications de certaines de ces technologies-là. Donc, ce sont des résultats qui sont très optimistes par rapport au potentiel du captage. Donc, si ces incertitudes-là ont comme résultat qu'en fait, en pratique, quand on met ça à l'échelle, le potentiel théorique n'est pas réalisé, bien évidemment, ça veut dire qu'on surestime la quantité de captage possible là, dans les scénarios qu'on a considérés. Deuxième bémol, même en mettant de côté là, les incertitudes par rapport aux technologies de captage, la quantité dont on parle ici, donc disons 150 mégatonnes captées, c'est capté annuellement à partir du point net zéro et même un peu avant. On n'a aucune expérience de stockage de cette amplitude-là. Le potentiel théorique de stockage à travers le pays est là, mais encore une fois, ça n'a jamais été fait là, dans cette ampleur-là. Donc, il faut quand même garder ça en tête et encore une fois, combiner ces deux bémols-là pour bien comprendre que bon, les résultats des scénarios net zéro sont nécessairement optimistes là, par rapport à la capacité de compenser ce qui va rester avec du captage là, et même du stockage là, dans certains cas. Deuxième aspect que je voulais mentionner, c'est l'hydrogène, puisqu'on en parle beaucoup. Donc, le rôle spécifique de l'hydrogène est relativement petit là, dans les résultats, mais évidemment, il est très difficile à évaluer dans ce genre de modélisation-là, parce qu'on parle d'un rôle à long terme, on parle de coûts très élevés pour le moment,
et d'infrastructures qui existent à peu près pas, ou en tout cas dans une mesure assez limitée. Donc, on a quand même fait des analyses de sensibilité où on forçait une adoption, une pénétration un peu plus importante de l'hydrogène dans certains secteurs, transport et industrie en particulier. Puis, bon, un deuxième scénario alternatif où on a forcé cette pénétration accrue-là, plus une baisse de coût importante pour l'électrolyse pour la production d'hydrogène, donc d'hydrogène produite à très faible émission de carbone. Donc, les développements dans ces technologies-là, puis les choix d'infrastructures qui vont être faits, vont évidemment pouvoir accroître son rôle dans les scénarios de carboneutralité. Mais bon, évidemment, ça veut dire que l'évolution de la technologie va dépendre énormément de la disponibilité de la biomasse pour pouvoir produire de l'hydrogène avec émissions négatives et de l'évolution des coûts de l'électrolyse pour le produire, sinon au moins à zéro émission, ce qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui. Ce qui se présente dans les résultats, surtout pour la production à base de bioénergie avec émissions négatives, mais quand même un rôle relativement limité. Donc, évidemment, encore une fois, là, un résultat à garder en tête, là, ça pourrait changer énormément. Une autre analyse de sensibilité qu'on a fait un peu en lien avec ça, c'est sur la quantité de biomasse disponible. Donc, la biomasse devient absolument essentielle dans les scénarios carboneutralité ou de deux façons différentes. Premièrement, elle va jouer un rôle très important pour la décarbonation d'applications très difficiles ou très coûteuses sur le court terme, par exemple avec des biocarburants en transport. Sur le long terme, bien évidemment, éventuellement, les émissions restantes de ces biocarburants-là ne sont plus compatibles avec la carboneutralité. Donc, on délaisse ce genre d'utilisation-là pour plutôt produire de l'énergie à base de biomasse qui a déjà fait un captage naturel dans l'atmosphère et dont on recapture les émissions. Donc, c'est ce à quoi je référais plutôt avec les technologies à émissions négatives. Donc, on produit de l'électricité, de l'hydrogène et de la chaleur en industrie de cette façon-là. Donc, évidemment, toute la biomasse qui est disponible au pays, même si elle est très importante, selon les estimations qui sont à notre disposition, est utilisée dans le modèle. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive si cette quantité-là était plus grande ou moins grande? Qu'est-ce que ça donne comme impact sur les autres secteurs? Bien, si on réduit la biomasse, sans grande surprise, ça demande des efforts ailleurs. Si on l'augmente, bien, évidemment, ça donne plus d'utilisation de biomasse pour les secteurs difficiles à décarboner, entre autres par les biocarburants. Mais comme je disais il y a une minute, ça veut dire plus d'émissions. Donc, un peu ironiquement, si on a plus de biomasse, on va en utiliser plus pour des applications où on la brûle, mais après, pour compenser pour ces émissions additionnelles-là, on doit aussi l'utiliser dans la production d'énergie à base de biomasse, donc à émissions négatives. Donc, c'est quand même intéressant là, de constater que toutes ces sensibilités-là qu'on a évaluées sont reliées en quelque sorte. Là. On peut lier ça aux questions d'hydrogène, puis évidemment, l'hydrogène peut être utilisé pour différentes applications, mais une qui est trop coûteuse pour le moment, c'est le stockage d'électricité à long terme. Donc, ça aussi, ça pourrait avoir un impact là, sur ce dont je parlais tantôt avec l'augmentation de la résilience par rapport aux sources variables de production. Donc, j'arrive aux conclusions, aux messages clés. Ma voix est toujours là un peu. J'espère que c'est audible. Bon, premier constat, peut-être celui qui nous semble se dégager le plus clairement, c'est que la carboneutralité change absolument tout dans la réflexion, mais aussi à court terme. Donc, viser des réductions partielles, ça ne fonctionne pas dans les trajectoires de carboneutralité. Il n'y a pas assez de temps. Donc, on ne peut pas opter pour des sources d'énergie ou des technologies qu'on va appeler de transition. Tout ce qui est choisi aujourd'hui doit être évalué, ou tout choix fait aujourd'hui, je devrais dire, doit être évalué avec la perspective de la carboneutralité et de la trajectoire nécessaire pour y arriver sur le plus long terme, qui est quand même moins de 30 ans selon les objectifs actuels. Bon, autre chose sur la question du captage, je n'y reviendrai pas en détail, mais bon, ça suppose qu'étant donné les incertitudes très importantes que j'ai mentionnées tantôt, l'atteinte de la carboneutralité requiert d'éviter des émissions plutôt que de se fier sur le captage pour les compenser ou au moins les capter, puis après ça, avoir une quantité quand même importante ou encore plus importante que dans nos résultats pour les restants. En fait, il faut faire très attention. Très clairement, ça nous montre qu'on parle de quantités énormes déjà dans les résultats optimistes. Donc, évidemment, il faudrait mieux éviter le plus possible d'avoir recours à cette technologie-là pour n'importe quelle application là, où on a de la difficulté à décarboner. Aussi, bien évidemment, dans cette perspective-là, quand on évalue des programmes pour augmenter la productivité ou l'efficacité énergétique,
il faut que ce soit approché d'une manière qui est compatible avec l'objectif de carboneutralité. Donc, évidemment, il faut toujours garder en tête. Donc, deuxième message clé, c'est sur le coût. Ça devrait être beaucoup moins cher, cette transition-là, que ce qu'on a évalué nous-mêmes et puis ce que d'autres ont évalué il y a seulement quelques années. Donc, deux exemples de ça qu'on a intégrés dans l'analyse du rapport. À gauche, vous avez les coûts marginaux de réduction qu'on compare avec nos perspectives là, publiées en 2018, qui étaient une plus petite couverture des émissions de l'économie. Et pourtant, l'évolution des coûts des technologies a diminué assez abruptement depuis en moins de 3 ans. Là. Donc, ça nous laisse penser, bien évidemment, qu'il y a des changements qui vont être beaucoup moins coûteux qu'on l'évalue aujourd'hui et qu'on va les évaluer dans 2 ans et ainsi de suite. Deuxième façon dont ça apparaît dans le rapport, il y a un chapitre de nos collaborateurs là, qui était mentionné tout à l'heure, qui ont évalué les coûts annuels nets d'une électrification à grande échelle des infrastructures, des secteurs en fait, là, mais par les coûts d'infrastructure et les coûts des carburants qui sont économisés. Et ce qu'on voit dans ces résultats-là, c'est que, en fait, les investissements très significatifs qu'on doit faire dans les 2 prochaines décennies ou à peu près pour électrifier tous les secteurs, ça génère des économies extrêmement substantielles sur le plus long terme, donc à partir de 2050 ou à peu près. Donc, quelque chose à garder en tête aussi là, dans la discussion des coûts de la transition. Message clé numéro 3, faire attention de ne pas agréger tous les défis et tous les secteurs. Donc, les secteurs font face à des défis très différents. En fait, j'ai parlé tantôt que même à l'intérieur d'un secteur, il faut faire très attention là, à ne pas trop agréger non plus la discussion. Mais à travers les secteurs, c'est encore plus flagrant. Donc, dans le bâtiment, il n'y a pas d'incertitude technologique. Ce n'est pas vraiment ça le problème. C'est plutôt une question de mise à l'échelle, comme je disais tantôt, comment faire pour transformer des centaines de milliers de bâtiments très rapidement. Ce n'est pas évident, là, donc, mais c'est ça le défi. Alors que dans le secteur de l'électricité, c'est plutôt la résilience des réseaux, les changements d'infrastructure qui sont nécessaires pour accommoder une demande en électricité qui va plus que doubler dans les scénarios de carboneutralité. Donc, certainement un défi très, très important là, à considérer. Bon, il y en a d'autres que j'ai déjà mentionnés. Le fait que si on ne réduit pas drastiquement la production de gaz et de pétrole avant 2030, ça veut dire des réductions ailleurs qui devraient être plus coûteuses. Là. Donc, à garder en tête aussi. Peut-être un autre point que je voudrais faire qui n'a pas été mentionné tantôt, c'est le fait que, en fait, les grands acteurs, donc le secteur de l'industrie, le secteur commercial, le secteur de l'électricité, sont ceux qui doivent fournir les plus grands efforts dès le départ. Il y a une raison simple pour ça, c'est qu'en fait, il y a moins de 20% des émissions du pays qui sont sous le contrôle direct des choix individuels des citoyens, donc par le chauffage et les véhicules en particulier. Donc, il faut quand même garder en tête cet ordre de grandeur-là aussi, en plus des difficultés pardon, dans le secteur du transport là, pour électrifier rapidement à moindre coût. Et donc, il ne faut pas se le cacher, là, les plus grands acteurs doivent être ciblés par les programmes au moins à court terme. Dernier message que je veux mentionner, certainement, il y a des améliorations dans l'approche du Canada depuis quelques temps et c'est absolument bienvenu. Il y a, par exemple, des lacunes importantes qui persistent. Donc, si on veut atteindre la carboneutralité, ça demande un leadership fort, des décisions très difficiles, très rapidement. Donc, il y a des technologies de transformation qui sont absolument essentielles, qui demandent de la construction d'une infrastructure substantielle aussi. Et donc, cette infrastructure-là prend du temps à construire, elle est coûteuse, ça demande une participation des gouvernements. Et donc, certainement, il y a une motivation, un vouloir politique là, qui est nécessaire pour cet aspect-là. Deuxième chose, les politiques et programmes doivent cibler agressivement les secteurs où à peu près la seule variation qu'on voit à travers les scénarios de carboneutralité, c'est le rythme. Donc, autrement dit, où il n'y a pas trop d'incertitudes technologiques, ou en tout cas où c'est moindre, entre autres les secteurs qui s'électrifient assez rapidement. J'ai parlé du bâtiment tantôt. Donc, ça permet de faire le design de programmes pour favoriser l'adoption de technologies électriques pour accélérer ces transformations-là et réduire les barrières là, auxquelles je faisais référence un peu plus tôt. Puis, dernier point, évidemment, peut-être c'est l'éléphant dans la pièce là, dans ce genre de réflexion-là, d'une certaine façon. Les questions de juridiction au Canada en matière d'énergie, ce qui est à peu près 80% des émissions du pays. Il y a une grande part de la juridiction qui revient aux provinces. Donc, ça demande, autrement dit, ces efforts-là, que les provinces aillent toutes dans la même direction et dans la même direction que l'approche du gouvernement fédéral, ce qui n'est certainement pas évident, mais on peut penser à différentes façons dont
ça s'exprime, entre autres, dans la transformation nécessaire des réseaux d'électricité qui sont largement planifiés au niveau provincial. Donc, le gouvernement fédéral peut bien sûr participer beaucoup pour augmenter les interconnexions entre les provinces, là, ce qui permettrait de réduire les besoins en nouvelles capacités. Mais au-delà de ça, ça prend une participation des provinces aussi et donc une planification rapide, encore là, des décisions d'infrastructure qui doivent être faites le plus rapidement possible. Donc, je vais arrêter ici. Bien sûr, on va répondre à certaines questions jusqu'à la fin, mais merci beaucoup d'avoir été présent pour cette présentation. Normand? Merci beaucoup, Simon. Louis Beaumier, qui est aussi co-auteur du rapport, va animer la période de questions. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour vos nombreuses questions. Vous avez encore le temps d'en poster quelques-unes, de nous en envoyer quelques-unes en utilisant l'onglet à cette fin. Donc, plusieurs questions ont déjà été répondues durant la présentation. Il en reste encore quelques-unes. Normand, j'aimerais que tu reviennes un peu sur la question de la biomasse, là. Question auxquelles on a eu des réponses, mais à savoir, bon, quelles sont les limites de l'exploitation de la biomasse et aussi la compétition avec l'utilisation pour la compétition à l'usage des terres avec l'alimentation. Donc, on s'est appuyé sur les données disponibles, entre autres de discussions avec différents ministères pour évaluer à peu près quelles étaient la quantité de biomasse disponible. Mais évidemment, comme est mentionné par quelques autres personnes, la biomasse a d'autres utilités. Et c'est pour ça qu'on a fait une analyse de sensibilité, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui se passait si on augmentait, par exemple, la quantité de biomasse, où ça allait. Mais il y a beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne, si on veut augmenter beaucoup la contribution de la biomasse dans le secteur énergétique, l'impact de cette biomasse-là. Donc, si on ne sait pas traiter directement, on suppose en fait des niveaux de biomasse, puis on regarde comment elle va être utilisée, avec des coûts associés à ces niveaux-là. Merci. Cette question sur l'électricité, une première qui est un peu plus pédagogique, je vais laisser le professeur Antoine y répondre, là, à savoir, est-ce qu'on considère l'électricité comme une source primaire, une source secondaire, un vecteur? Ça dépend. Donc, l'électricité est normalement considérée comme une source d'énergie. Ça va être une source d'énergie qui peut être primaire si elle est faite directement à partir d'un travail, si je veux être précis. Donc, le vent qui est transformé en électricité, c'est considéré comme une énergie primaire parce que d'une façon, cette énergie-là, si elle n'est pas captée pour faire de l'électricité, elle est de toute façon dépensée. Donc, on va considérer ça comme primaire. Même chose pour l'hydroélectricité. Par contre, les centrales thermiques au gaz, au charbon, au mazout font de l'électricité qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire que c'est de l'électricité, de l'énergie qu'on a sortie et qu'on va brûler là, pour faire cette électricité-là. C'est un peu artificiel, mais c'est l'approche historique à la définition. Merci. Maintenant, toujours sur l'électricité, est-ce qu'on tient compte comment on a pris en compte la résilience du réseau par rapport, par exemple, aux variations de production? En fait, c'est pris parce qu'on prend 4 saisons, puis on prend 4, si je ne me trompe pas, Simon peut me corriger, là, on prend 4 périodes dans la journée associées à chacune des saisons. Donc, on n'a pas le pic de la demande la plus forte dans un après-midi, une soirée d'hiver là, ou quelque chose comme ça, mais on a les variations saisonnières. Puis, on a aussi des variations sur la production du vent, la production du solaire. Donc, on tient compte de ça. Ce qui fait que l'hiver, évidemment, il y a plus de demandes. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il peut y avoir du stockage qui est inclus dans la modélisation qui ressort, parce que pour équilibrer la demande et la production, bien, parfois, il y a besoin de stockage. Donc, il y a quand même, ce n'est pas un modèle fin à toutes les heures, là, mais c'est un modèle qui prend quand même en compte les variations et la nécessité de stocker de l'énergie. Un retour au transport sur notre pessimisme ou le pessimisme des résultats quant à la pénétration de l'électrification dans les transports de marchandises. C'est que les Pourquoi ce pessimisme? technologies, il y a beaucoup d'inconnus quant au coût des technologies et l'efficacité des technologies qui vont être retenues. Donc, ce n'est pas tellement du pessimisme que de l'inconnu. Donc, c'est un modèle qui doit se baser sur des hypothèses, sur des estimations de prix, des solutions technologiques. Et si les solutions ne sont pas présentement de l'avant, ben on ne peut pas les mettre. On ne peut pas dire voici le prix, voici ce que va faire tel camion. On a vu qu'il y a eu beaucoup de projections de camions, entre autres différentes technologies, hydrogène, à batterie et tout, mais aucun de ces camions-là est sur la route et pour beaucoup, il y a beaucoup d'incertitudes quant à la nature des technologies. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça va être difficile avec ce qu'on sait aujourd'hui de décarboner, mais je voudrais revenir sur l'avant-dernière diapo ou l'avant-avant-dernière diapo qu'a présenté Simon, qui est la transformation rapide des solutions. Quand on regarde le prix, l'évolution du coût
du coût marginal, là, la figure ici de gauche, on voit qu'il y a des transformations rapides qui se passent. Donc, il y a certaines choses qui pourront se transformer sous peu. Si je veux répondre par la bande, on peut aussi regarder ce qui se passe avec la voiture électrique. Les différentes obligations, les différentes lois qui imposent une proportion de véhicules électriques et même la totalité des véhicules électriques pour usage personnel en 2040-2050 selon les pays, ont des impacts directs sur les prix et les projections qu'on fait. Parce que ça a un impact sur les investissements qui sont faits par les compagnies. Donc, par exemple, même si on n'inclut pas, nous, dans la modélisation, parce qu'il n'y a pas de loi encore, il n'y a rien, la limite là, de tous les véhicules personnels, soit électriques ou à zéro émission d'ici 2035 pour le fédéral, la somme de ces lois-là au niveau mondial a un impact sur les prix, sur les technologies qui, eux, sont inclus dans notre modélisation. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, en imposant des solutions, en imposant des dates butoirs, ben, on fait ressortir ces technologies-là qu'on pourra ensuite modéliser. Merci. Beaucoup de questions qui tournent autour des changements de comportement, l'évolution de la demande, sobriété énergétique. Je crois qu'on y a déjà répondu, à savoir que cette demande-là est exogène au modèle. Oui, Tu donc veux ajouter autre chose? on n'a pas mis en place les changements de comportement. D'abord, ils sont extrêmement difficiles à évaluer. C'est très, très difficile de mettre un coût sur ces changements-là, mais aussi de voir quel est le succès. Par exemple, on parle souvent, on pourrait utiliser mieux l'espace, mais je veux bien, mais une fois que la maison est construite, l'appartement est construit, si on veut avoir plus de personnes par mètre carré, qu'est-ce qu'on fait? Les gens vont louer une chambre dans leur maison. Donc, il y a je dirais des inflexibilités dans le système qui font que ce n'est pas facile de voir ces changements-là possibles. D'inclure ces changements-là, surtout dans des modèles comme ceux-ci. Donc, ils ne sont pas inclus. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça fait partie des discussions qu'il faut avoir à l'extérieur du modèle. C'est une question qui dépasse peut-être un peu le cadre de l'analyse, mais on peut tenter une réponse. Le pourcentage du PIB qu'on devrait consacrer à la transformation pour atteindre la carboneutralité? Euh, En fait, ce qu'on peut voir, c'est au moins si on regarde le coût pour le réseau électrique, qui est une partie, là, on a un chapitre qui discute ça. Je n'ai pas les chiffres sous la main, là. Je ne sais pas si Simon, tu les as sous la main. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que ça va coûter cher les premières années. Mais à partir de 2050, en fait, ah ben on les a en fait, désolé. On les a sur la même figure. Ils sont juste cachés par le question et réponse. Ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des économies importantes à faire une fois que le système est électrifié. Et ça inclut pas le coût des technologies, mais ça inclut tout le coût de la transformation du réseau. Donc, si on est capable d'économiser 80 milliards de dollars par année, bon, on peut imaginer que ça devrait compenser le coût des technologies. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que sur la durée, donc pas à court terme, sur 5-10 ans, là, mais sur la durée, il devrait y avoir des économies même à faire cette transformation-là, sans compter, et on voyait un rapport de l'Institut canadien pour les choix climatiques là, sur le coût associé au réchauffement climatique, le coût sur les infrastructures, ce sont aussi des coûts sauvés. Ce n'est pas facile de répondre à la question, mais je peux durer longtemps quand même. C'est une autre question pas trop facile, à savoir, évidemment, que le modèle NATEM assume des acteurs idéaux là, dans le modèle. Est-ce qu'on a une idée du coût de l'imperfection de ces acteurs? C'est-à-dire, si on n'est pas sur la trajectoire optimale, combien les coûts augmenteraient? En fait, non. On n'a pas de coût parce que ça dépend des décisions. On pourrait prendre des décisions éclairées comme on peut gaspiller de l'argent. Et on l'a vu au cours des dernières années, on a mis des milliards de dollars. Si on regarde ici au coût la tonne, là, en principe, on pourrait faire des transformations importantes quand on regarde la figure 14 à moins de 100 dollars la tonne, beaucoup moins de 100 dollars la tonne, on pourrait faire des réductions importantes. Or, quand on regarde les milliards dépensés au niveau des provinces, au niveau du fédéral, on ne semble pas avoir obtenu ce genre de résultat-là. Ce qui veut dire qu'on a très mal investi nos deniers. Alors, c'est une question, je pense, de dire voici le maximum qu'on pourrait faire et il faut essayer de s'approcher de manière importante, mais il n'y a pas de coût d'inefficacité. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de façons de gaspiller 1 milliard de dollars et ce n'est pas très facile de dire quand est-ce qu'on va le gaspiller, quand est-ce qu'on va le bien dépenser. En Et là, effet. je sors du message du rapport. Une Euh, partie sur la question en français, quand est-ce qu'il va être disponible? J'ai vu ça passer. Ça devrait être Dès que possible, en fait. dès que possible, d'ici une semaine ou deux, là, parce qu'on a eu des problèmes à l'interne là, pour gérer ça. Alors, on prend l'entière responsabilité de ce manquement.
On prend l'entière responsabilité d'avoir fait un rapport trop long qui cause des pertes à notre traductrice. Voilà. Revenir encore sur la biomasse, pourquoi est-ce on propose d'utiliser la biomasse pour faire l'électricité, pour chauffer, plutôt que de chauffer directement l'électricité? Ça, c'est la Insister sur notre... carboneutralité qui impose ça, en fait. Et donc, la carboneutralité fait qu'on doit séquestrer du carbone quelque part. Une façon efficace de faire ça, efficace dans le point de vue de carboneutralité, c'est de dire on va faire de l'électricité avec la biomasse, on va capter le CO2 puis on va le stocker. Donc, on a besoin de beaucoup d'électricité. On va aussi avoir de la chaleur qui devrait pouvoir être utilisée. Puis, on ressort du CO2, mais stocker du CO2 de la biomasse est négatif parce que la biomasse a déjà extrait du CO2 de l'atmosphère. Donc, tout ce qu'on va stocker, c'est un bilan net négatif. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la biomasse ici. Mais on revient à la question de la compétition avec l'agroalimentaire. Évidemment, c'est toujours la question de limite. Voilà. Encore une question sur le transport. Est-ce que le transport ferroviaire pourrait remplacer une bonne partie des camions? En fait, déjà, les réseaux ferroviaires sont assez chargés. Il y a beaucoup de questions là-dessus. On n'inclut pas ces transferts-là modaux qui sont complexes, en fait. C'est de la logistique complexe, là. Donc, ils ne sont pas inclus dans le modèle. Mais quand on regarde les analyses, il peut s'en faire un peu, mais déjà, la quantité de marchandises qui voyagent par train au Canada est supérieure de beaucoup à ce qu'on trouve ailleurs, par exemple en Europe. Donc, probablement que oui. Est-ce que ça sera une fraction significative? Ce n'est pas évident pour le moment. Surtout dans un contexte où on va avoir des livraisons rapides. Et là, on ne peut pas attendre que le camion passe une journée ou deux à la gare de triage. Et ça, c'est des questions de choix, là. Oui, tout à fait. Je vais rebondir dans ton sens en disant que le modèle considère la demande, toutes les demandes sont exogènes au modèle, et donc on cherche à répondre aux demandes telles qu'on les projette. Évidemment, si ces demandes-là devaient changer, ça influencerait d'autant les résultats, mais c'est la limite qu'on a tracée pour l'exercice. Les perspectives pour le trafic aérien, même réponse en fait, à savoir qu'on considère que la demande est exogène et on répond à une demande qui est... Ouais. Donc, la sobriété, les changements de comportement des individus ne sont pas modélisés ici. Voilà. Je crois que ça fait le tour des questions. Il reste encore quelques minutes. Est-ce que Simon ou Normand, vous voulez ajouter encore quelques éléments sur lesquels vous désirez revenir? Ben, je pense que, je ne sais pas, Simon, tu veux dire quelque chose? Non, ça me va. Il ne reste plus grand-chose. Ouais. Je vois une question sur l'agriculture. L'agriculture, c'est la partie, en effet, empirique et autres, mais il n'y a pas de technologie aujourd'hui disponible. Donc, encore une fois, la modélisation qu'on fait est basée sur les technologies disponibles pour être le plus conservateur possible. Parce qu'on peut facilement rêver et partir dans toutes sortes de directions si on ouvre la porte à des trucs très incertains. Donc, l'approche qu'on utilise, nous, c'est l'approche qui est assez conservatrice en termes des technologies et de l'évolution des coûts. On a une question pour dire quand est-ce qu'est la prochaine mise à jour. Bien, probablement dans 2 ou 3 ans, parce que il faut quand même qu'il y ait assez de changements technologiques pour que ça vaille la peine ou des nouveaux changements d'orientation. Donc, en fonction de ça, on prévoit là, une mise à jour dans 2 ou 3 ans, avec possiblement d'ici là quand même des analyses sectorielles qui vont impliquer de la nouvelle modélisation. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que les secteurs, chaque secteur énergétique va avoir des enjeux très, très différents. Puis il y en a pour lesquels c'est important de se plonger plus profondément pour bien cerner ces enjeux-là. Monsieur Ribaud, qui me rappelle que j'ai omis la deuxième partie de sa question qui était toujours sur le pessimisme de notre modèle, cette fois quant à la pénétration des sources de production d'électricité renouvelable. Ben, moi, je ne vois pas le pessimisme ici parce qu'on voit que l'électricité va être extrêmement importante dans l'utilisation totale de l'énergie. Là. Si on va ici, ça, c'est production d'électricité. Le renouvelable est très important, mais on s'appuie quand même au Canada sur l'hydroélectricité, qui est du renouvelable, euh, et une base importante. Quant au rôle du nucléaire, et en fait, de chacune de ces technologies-là, éolien, solaire, les nouvelles technologies, bien, il y aura des équilibres qui devront être faits, parfois sur la base de résilience, parfois sur la base de développement secondaire, de retombées économiques, parfois sur la base de coûts purs, donc de coûts absolument purs.
Et c'est ça qui va faire l'équilibre, je dirais. Là. Mais quand même, il faut comprendre qu'il y a très peu de pays qui disposent aujourd'hui d'une production d'électricité décarbonée à 80 %. Et ça donne une base qui devrait nous permettre d'être plus agressifs. Et il y a aussi la question de construire les infrastructures nécessaires à la livraison de cette électricité additionnelle qui va prendre un certain temps. Donc, c'est peut-être Oui, ce oui, qui absolument. fait en sorte qu'on voit une certaine latence dans la transformation. Bien, il ne devrait pas avoir une latence, mais il devrait avoir dès aujourd'hui de la planification de ces réseaux-là. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Une question sur la proportion d'énergie importée, l'énergie qu'on consomme qui est importée. Est-ce qu'on a ces chiffres-là rapidement sous la main? Ma réponse courte serait que tout est dans le rapport. Oui, On peut on n'a pas les chiffres, là, mais en fait, pour l'électricité et autres, c'est essentiellement produit localement. Donc, et quand on regarde au net, le gaz et le pétrole au net, on exporte. Mais je n'ai pas de réponse là, pour les flux, les rentrées, par exemple, dans l'est du pays versus l'ouest du pays. Mais c'est disponible dans le rapport. Il y a un beau diagramme de Une des choses que je veux mentionner aussi, puisqu'on a quelques secondes, c'est que le rapport comme tel, c'est des graphiques et c'est parfois frustrant pour certaines personnes qui aiment bien avoir les chiffres après le point. Donc, on va aussi mettre en ligne là, au cours des prochains jours toutes les données associées à chacun des graphiques. Donc, vous pourrez vous plonger dans les tableaux de chacun des graphiques pour décortiquer puis trouver les pourcentages et les chiffres absolus. Et parfois, c'est très utile là, pour bien comprendre ce qui se passe. Question ici sur la quasi-impossibilité d'atteindre la carboneutralité. En fait, ce que le rapport semble constater que la quasi-impossibilité d'atteindre la carboneutralité, qu'on ne devrait pas plutôt conclure qu'il faut des changements radicaux, rapides et multiples. Je dirais, le rapport qu'on a, c'est un rapport basé sur une modélisation du système énergétique. Il y a toutes sortes de façons d'approcher la transition. Je dirais, il y a des approches qui sont comportementales. On voit que ça ne bouge pas beaucoup. Donc, l'approche qu'on a, nous, c'est vraiment une approche technologique, technico-économique, de dire comment les technologies peuvent nous permettre d'avancer. Encore une fois, c'est un scénario, ce n'est pas une projection de la réalité. C'est une façon d'arriver. Et quand on voit que c'est impossible, la carboneutralité est possible, mais la seule façon d'avoir de la carboneutralité, puisqu'il y a des procédés qui vont émettre et des procédés, par exemple, liés à l'agriculture qu'on pourra difficilement éliminer, il va falloir faire de la séquestration et utiliser dans certains cas des approches d'émissions négatives. Donc, capter du CO2 de l'atmosphère puis l'enfouir. C'est la seule façon d'atteindre la carboneutralité. Je dirais, peu importe le type de transformation de comportement qu'on ferait, parce que ce qui reste quand on regarde dans les émissions, ce sont des procédés industriels pour faire de l'acier, pour faire donc certains matériaux dont on a besoin. Ce sont l'agriculture. Et il y a dans le transport encore des émissions qui, elles, on peut imaginer qu'on pourrait réduire à zéro là, avec les bonnes technologies. Peut-être le temps pour une toute dernière à propos des ambitions américaines d'atteindre 37 et 36 % d'énergie produite par l'éolien et le solaire. Et est-ce que notre plan, c'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on voit dans les résultats? Mais je crois qu'on a déjà donné la réponse, à savoir que notre électricité est déjà décarbonée à plus de 80 %. Donc, c'est sûr qu'on n'atteindra pas les mêmes. Et pour moi, ce n'est pas une question d'ambition. Ce qu'on fait, nous, c'est d'évaluer comment atteindre de manière la moins coûteuse possible avec les technologies la carboneutralité. Donc, si c'est la voie ces voies-là sont moins coûteuses de dire on ne démantèle pas nos barrages hydroélectriques, on garde ce qui est ouvert, par exemple, en nucléaire, puis on avance, c'est la voie la moins coûteuse. Si on dit, nous, ça ne nous plaît pas comme citoyens, on voudrait démolir ça et faire de l'éolien, c'est une voie possible. Donc, ce qu'on propose ici, ce n'est pas la voie qui nous amène à la carboneutralité. Ce qu'on fait, c'est une analyse des coûts qui dit si on agissait de manière tout à fait optimale dans nos investissements, voici la solution qui coûterait en termes de dollars le moins cher pour atteindre l'objectif. Mais on est conscient qu'il y a d'autres valeurs qui doivent être mises en compte quand on fait une transformation de cette ampleur. Voilà, je crois que ça nous mène à la fin de la période des questions. Merci Simon pour ta très bonne présentation. Merci Normand pour tes réponses éclairées. Je vous rappelle que
Tout sera disponible. Les diapos présentés aujourd'hui seront disponibles sur le site dans les prochaines heures. Le rapport français suivra dès que la traduction sera terminée. En attendant, je vous invite à soit consulter le rapport en anglais ou au moins consulter le sommaire de l'étude qui est déjà disponible en français. Et n'hésitez pas à nous revenir si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires. Oui, c'est ce que j'allais Très dire. heureux. Voilà. Merci tout le monde et au Merci. plaisir d'échanger de nouveau. Au revoir.